L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tel pays démocratique. Oui. Mais regardez, comment peut-on parler de démocratie quand on prend des régimes qui sont présents au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Togo, en Guinée équatoriale, citons seulement ces 4 pays, et encore récemment au Gabon. Comment pouvait-on traiter avec ces pays, puisqu'il n'y a jamais eu de sanctions pour ces pays, que je sache. Ces pays-là que je viens de citer n'ont jamais eu de sanctions, ni de la part de la France, grand chantre de la démocratie, entre guillemets, de l'Union européenne et des États-Unis. Mais nous savons tous comment ces régimes ont perduré. Il y a eu dans le passé des sanctions contre le Togo, par exemple. Des sanctions, mais qui n'ont de l'Union européenne, mais qui ont amené en quoi? Ah, mais ça, c'est autre chose. Quand je parle de sanctions, c'est-à-dire des sanctions substantielles. Oui. Des sanctions qui peuvent amener à ce que les choses changent, qu'un régime fléchisse. Des sanctions comme on en voit aujourd'hui contre l'Iran. Mais moi, je peux vous dire aujourd'hui que l'Iran est beaucoup plus démocratique que ces pays que je viens de citer. Puisque les élections en Iran sont claires, sont libres, sont démocratiques. Mais simplement, ils ont une architecture constitutionnelle qui place les élections en Iran. Oui, je peux vous dire, les élections en Iran, c'est clairement établi par des pays observateurs que les trois c'est une opinion. On avance. C'est une opinion, on peut dire. Oui. Mais il y a des éléments qui les montrent. Des rapports qui existent, des commentaires des observateurs qui sont allés, qui disent qu'il y a des élections qui se passent mieux en Iran que dans ces pays-là. Mais regardez les sanctions dont souffre l'Iran aujourd'hui par rapport aux sanctions que souffrent, des sanctions soi-disant imposées au Togo. Donc ça montre qu'il y a eu... les Africains aujourd'hui ne sont plus dupes. Et si, justement, on parle plus de démocratie, parce que ce discours ne marche plus. Ce discours ne tient plus la route. Il faut simplement se rendre compte que les Chinois ont pris de l'avance parce qu'ils ont compris que la démocratie à l'occidental, c'est leur affaire à eux. Les Chinois n'encouragent pas les régimes. Ils ne parlent pas de droits de l'homme et de démocratie. Ils ne parlent pas de droits de l'homme. Ils veulent parler seulement affaires. Je peux vous prendre le cas de la République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila. Joseph Kabila a signé ce qu'on appelle le contrat chinois de plusieurs années pour les échanges minéraux contre infrastructures, tout ce que vous voulez. Oui. Certaines personnes pensaient que ce contrat chinois serait comme un blanc-seing Joseph Kabila pour s'amender de toutes règles démocratiques. Mais le peuple congolais s'est levé en dernier lieu pour lui dire « basta, il faut partir à la fin des 2 mandats ». Et il est parti. C'est-à-dire c'est le fait que les Chinois viennent et qui ne parlent pas de démocratie, ni des droits de l'homme, ni d'élections transparentes, tout ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que ça cautionne l'existence, la persistance des régimes dictatoriaux. C'est simplement le fait qu'on doit travailler pour la prospérité commune, alors que l'on a compris que les pays occidentaux, pendant longtemps, ont utilisé le levier le critère démocratique comme un levier pour essayer de mettre au pas certains régimes ou certains dirigeants qui n'accédaient pas à leurs demandes. Et ça, aujourd'hui, ça ne passe pas. Voilà pourquoi les États-Unis ont compris qu'il y a une forte colère. Les gens ne veulent plus entendre parler de ces discours-là, soi-disant de la démocratie, mais qui en réalité n'arrangent que les valets de l'Amérique ainsi que de ses alliés, mais qui sont aujourd'hui en réalité pour combattre des régimes pleinement panafricanistes, entre guillemets si je dois le dire ainsi, et qui travaillent pour l'intérêt de leur peuple. Revenons sur la question économique. Brice Nsangwa, il est clair que, d'ailleurs, M. Lonsi Koko parlait déjà de diplomatie asymétrique tout à l'heure. Il est clair qu'on est dans un contexte aujourd'hui où les Américains obtiennent de toute façon tout ce qu'ils veulent. Il suffit qu'ils expriment la volonté. Il n'y a pas en face de force capable de leur résister, de leur dire non, ou bien nous exigeons un partenariat gagnant-gagnant en tant que tel. En tout cas, au-delà des mots, on va dire. Oui, mais parce que pour exiger, il faut déjà être une force. Oui. Voilà, donc c'est-à-dire que quand on entre dans un rapport économique ou politique, il faut soi-même avoir une force, être une force de proposition. C'est-à-dire que disposer, par exemple, moi je pense que ces États africains, s'ils le veulent, ils peuvent aussi exiger. Parce que si les États-Unis ont besoin des minéraux de ces États africains, ça veut dire que ces pays africains ont la possibilité de marchander. Puisque les États-Unis ne sont pas les seuls sur le marché à avoir besoin de ces minéraux. Vous avez la Chine qui en a besoin. Vous avez l'Union européenne aussi qui a besoin de ces minéraux. Donc si ces pays ont une diplomatie économique conséquente et réfléchie, ils doivent savoir, vous savez, un peu, ça fait penser un peu à la philosophie d'Hegel sur la dialectique du maître et de l'esclave. Oui, c'est-à-dire que le maître, pour être maître, il faut que l'esclave le reconnaisse comme maître. Oui.
Si l'esclave considère que c'est parce que lui, il se soumet au maître que le maître est maître, l'esclave peut assumer sa révolte et puis imposer des exigences. Bon, je ne veux pas dire que les États africains sont des esclaves, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils ont conscience que réellement les matières premières dont ils disposent sont des enjeux stratégiques importants pour plusieurs puissances aussi bien émergentes qu'établies sur le plan international, ces États africains peuvent imposer. Bon alors, là où votre question est pertinente, c'est que, de toutes les façons, ce ne sont pas ces États africains qui fixent les prix et qui fixent les règles par lesquelles il faut marchander. Donc, oui, ils sont en position de faiblesse, mais je pense qu'ils pourraient peser plus s'il y a une coalition, c'est-à-dire si ces États africains forment une force qui est unifiée, avec des exigences communes, il y a une possibilité d'imposer. Vous vous rappelez, la Côte d'Ivoire et le Ghana, à un moment donné, ils avaient un accord par rapport au prix du cacao. Donc, il y avait eu des répercussions quand même sur le marché et ça avait aidé leur économie. Donc, la difficulté que nous, on a, c'est que nous avons des pays africains qui ont des matières premières, mais qui n'ont pas une politique convergente et unifiée pour pouvoir poser des exigences sur le marché des matières premières et faire jouer la concurrence, parce qu'il y a la concurrence, il n'y a pas que les États-Unis. Donc, je pense qu'il faut une politique, il faut une vision unifiée avec des exigences en faisant jouer le jeu de la concurrence sur le plan international. Abordons les problèmes dans leur gravité et dans leur profondeur. On en a le niveau autour de cette table. On vit un contexte où même les grands ensembles intégrés n'arrivent pas à faire face aux États-Unis. Je parle notamment de l'Europe. À 27, avec un marché intégré, des politiques communes, qu'elles soient agricoles ou monétaires. Nous, on fonctionne encore en termes d'État. On n'a pas de marché intégré. On a parlé de la ZLECAf, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment opérationnel en tant que tel. On n'a pas de politique commune, ni politique agricole commune, ni de véritable politique monétaire commune. Mais comment on fait pour résister? C'est la fatalité ou pas? Non, ce n'est pas la fatalité. Allez-y. Et j'abonde dans le sens de M. Nzamba. Effectivement, quand les ISA parlent au reste du monde, ils parlent à l'Union européenne. Vous avez compris ma question? Oui, j'ai compris. Ils parlent à l'Union européenne. C'est ça. Ils parlent à la Chine qui est déjà une puissance. Une puissance. Et nous, on se demande où est l'Union africaine. Voilà, Normalement, on parle du Sénégal, on parle de la Guinée-Bissau, on parle ne doit pas aller un petit comité. Libéria. Voilà, on doit aller dans le cadre de l'Union africaine. Et aussi, nous devons avoir le courage de savoir ce que nous voulons. Vous avez fait allusion à la politique monétaire. Mais nous devons avoir le courage de remettre en cause les accords de Bretton Woods. Nous devons avoir le courage de se dire que l'Afrique est un continent riche, le pétrole américain est indexé sur, le dollar américain est indexé sur le pétrole. Nous devons avoir une monnaie commune africaine, indexons-la sur nos richesses. Nous devons avoir, et le président Oligui a eu le courage de le dire, de faire en sorte que les accords, les échanges se fassent sur les transferts de techniques et de technologies. C'est à nous d'être aussi offensifs. Mais ça, c'est des slogans. Mais c'est des slogans, mais les slogans au début étaient là. Transfert de technologie, les zones ne peuvent pas investir dans la recherche. Pour pouvoir faire quelque chose, il faut transférer gratuitement. L'abeille est l'architecte. L'abeille ne construit pas sa riche comme ça. Il faut penser quelque chose avant de le faire. Ça, c'est dans les années 80 qu'on nous a mis ces concepts de transfert de technologie dans la bouche, qu'on a répété. Mais ça ne veut rien dire. Les zones ne peuvent pas investir dans la recherche. Allons plus loin. Allez-y. Admettons que pour vous, c'est utopique. Pour moi, je pense que l'utopie a conduit à la réalité. C'est utopique. Bon, on parle maintenant des accords gagnant-gagnant. Oui, mais partenariat gagnant-gagnant. Les minerais, j'ai un manguier dans ma maison. Vous n'allez pas m'imposer le prix de la mangue que je vais vendre. Vous n'allez pas me dire à qui je vais vendre. Et vous n'allez pas me dire ce que je dois faire de mes mangues. Donc, c'est à nous maintenant d'avoir une politique de transformation sur place de nos minerais. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir nous le dire. C'est à nous d'avoir ce courage-là. Sinon, on se plaindra toujours. Oui, maître. Non, mais je pense que ce que dit M. Lancy Koko est parfaitement raisonnable. C'est-à-dire que c'est parfaitement raisonnable. Oui, c'est pertinent, mais ça répond pas à la question. Mais la réponse à votre question, M. Togoubé, c'est que nous avons une carence de vision au niveau de l'élite politique africaine. C'est une évidence.
C'est-à-dire que vous venez de dire que nous, on n'est pas en position puisque l'Europe ne peut pas faire face Déjà, aux intégré en États-Unis, P7, alors que on peut pas. l'Europe est organisée, mais l'Europe a aussi des failles. Ah oui, mais Et bien sûr vous qu'il n'en a beaucoup pas. de- Même les Américains en beaucoup de ont. faillites. C'est-à-dire que vous avez les GAFA qui s'imposent en Europe et les Européens ont du mal à taxer les GAFA. C'est ça. Vous voyez? Donc, mais nous, à notre niveau, on est encore à un niveau, je dirais, très très bas. Parce que on a une Union africaine qui est une caisse de résonance. Il n'y a pas une. Je ne veux pas répéter ce qui a déjà été dit par M. Lonsi Koko, mais juste pour résumer, je dirais qu'il nous manque une vision panafricaine, économique, politique et diplomatique, je dirais même militaire. On n'a pas de volonté de puissance. Voilà. Ce qui nous manque, c'est une volonté de puissance à l'échelle mondiale. Et comment vous expliquez ça? Expliquons ça. Mais c'est les Parce limites. que C'est-à-dire qu'au niveau, allons au-delà du constat. Mais oui, mais vous voyez, les États-Unis fonctionnent comment, Monsieur Richard Togbé? C'est-à-dire que vous avez des cercles, des think tanks, des cercles de réflexion qui réfléchissent sur le siècle. c'est ça. C'est-à-dire que quand un siècle débute, vous avez des think tanks qui font une projection de puissance des États-Unis sur le siècle. C'est-à-dire que quels sont les lieux géographiques où il faudrait renforcer la puissance américaine, quels sont les moyens à mettre en œuvre, quels sont les adversaires géostratégiques qui vont apparaître dans le siècle, comment les combattre, comment maintenir la domination américaine dans le siècle. Mais ça. ce sont les élites intellectuelles qui Absolument. font ce travail. Alors, en Afrique, les élites, on a des gens qui ont beaucoup de doctorats, qui écrivent des livres, etc. Mais quand ils arrivent dans le jeu du pouvoir, dans l'administration, eh ben, ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir, avoir des maisons, avoir plusieurs maîtresses. C'est ça le projet de vie. Vous voyez, donc il n'y a pas de vision de puissance. Il n'y a pas de vision de puissance à l'échelle nationale. On n'a pas Encore une fois, on ne va pas généraliser. Il y en a qui. Bon, mais Moi, je refuse toujours la généralisation. Oui, il y a des États qui sortent du lot. Je suis d'accord avec vous. Vous avez des pays, bon, même l'Afrique du Sud aussi, il y a beaucoup à dire. Il n'y a pas que le côté positif. Il y a des pays comme la Namibie. Il y a des pays qui sont exemplaires et vertueux. Totalement. Et vertueux. L'île Maurice, ils ont démis leur présidente Absolument. pour avoir dépensé 26 000 voilà, c'est ça. euros de fonds publics. C'est-à-dire que les élites intellectuelles doivent former des cercles de réflexion, Absolument. constituer des leviers de proposition, des forces de proposition à ceux qui ont le pouvoir. Et ceux qui ont le pouvoir doivent comprendre qu'ils sont là pour servir l'intérêt général. C'est ça. Donc, il y a l'intérêt général des États et il y a l'intérêt général de l'Afrique en tant que continent. Oui. Qu'est-ce que nous allons devenir? Puisqu'on nous dit que nous allons devenir le continent où il y aura le plus de population. Mais quel enjeu pour une population importante dans le monde s'il n'y a pas une vision politique, économique et de puissance? Voilà. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.